Ce n'était pas prévu ainsi que je lance ce cycle. Ce cycle devait commencer, comme vous le savez, par la conférence de Nicolas Werth, qui devait justement faire le lien entre le passé et le présent, évoquer les lectures et les relectures de ce passé, certaines de ces relectures sont devenues aujourd'hui une arme de guerre menée donc par Vladimir Poutine, par le pouvoir russe, contre l'Ukraine. Donc une arme qui est aussi utilisée pour menacer, donc l'histoire en tant qu'arme est aussi utilisée pour menacer bien d'autres pays, et notamment les pays baltes, où l'inquiétude est très grande. Elle était déjà palpable dès 2014, elle est montée d'un cran en 2022, et aujourd'hui c'est vraiment dans les pays baltes, cette inquiétude est partout. Elle s'exprime aussi dans certaines décisions politiques, mais aussi voilà, elle est vécue au quotidien. Et quand on regarde l'histoire de ces pays, on le comprend bien. Et c'est justement je pense qu'un des objectifs de ce cycle, de montrer à la fois la complexité de cette histoire, les affrontements qu'elle provoque entre les différents discours et entre les différentes lectures de cette histoire. Et donc, à défaut de pouvoir vous renvoyer à la conférence de Nicolas Werth passée, mais j'espère que elle aura lieu très bientôt. Donc, au dernier moment, j'ai ajouté un petit renvoi à ce que est le discours russe actuel, en tout cas le discours poutinien. Vous le connaissez sans doute, donc là c'est vraiment un petit rappel pour... et je peux dire qu'il m'a été même difficile de trouver une citation, une ou des images pour illustrer cette lecture russe de cette histoire, non pas parce que les images ou les extraits sont peu nombreux, mais bien au contraire, il y en a une telle quantité que c'est plutôt un embarras de choix et quoi choisir pour montrer à quel point, bien sûr, aujourd'hui, en Russie, 1945 est présenté comme la libération du monde, donc la libération du nazisme, et libération qui est entièrement attribuée à l'Union soviétique qui est présentée comme l'ancêtre, même plus que l'ancêtre direct de la Russie actuelle. Vous noterez dans cette citation, par exemple, ce passage de la troisième personne à la première personne du pluriel, n'est-ce pas? Le peuple soviétique a défendu sa patrie et libéré l'Europe du nazisme. Nous avons payé pour cela. Donc, et ce transfert et ce passage de eux, nos pères, nos grands-pères, à nous, Vladimir Poutine, le Kremlin et... supposément toute la nation russe, ce passage est systématique et ça sert, vous le savez bien, à justifier l'agression russe contre l'Ukraine en 2014 ou depuis 2022. Donc, dans les pays baltes, le discours est complètement opposé et donc on ne parle pas de la libération, on parle d'une réoccupation ou d'une seconde occupation. Et ce sont d'ailleurs autres dates en lien avec l'histoire de la Seconde Guerre mondiale qui sont commémorées plutôt que... Enfin, parfois, certaines sont célébrées, d'autres commémorées comme des véritables tragédies nationales à l'origine de toute une série de bouleversements, de tragédies, de répressions, de violences. Et bien sûr, la première de ces dates commémorées, c'est le 23 août, date de la signature du pacte Molotov-Ribbentrop, qui en fait est vraiment une date extrêmement, d'autant plus importante que ce n'est pas non seulement elle permet d'évoquer cette année décisive, celle du début de la Seconde Guerre mondiale, et qui annonce la première occupation soviétique, mais aussi parce qu'elle permet de commémorer dans un même mouvement, le même jour, un moment très important pour l'histoire de la lutte balte pour l'indépendance, puisque en 1989,
donc en pleine perestroïka et quand le carcan politique et policier a commencé à faiblir en URSS, les 3 pays baltes ont constitué cette chaîne humaine appelée la Voie balte, qui a relié donc les 3 capitales, Tallinn au nord, puis la Lettonie, donc Riga, la capitale lettonne, et puis Vilnius, la capitale lituanienne, donc pour commémorer cette date tragique et pour porter la revendication de l'indépendance. Alors, donc juste peut-être pour rappel, pour les pays baltes, donc le 23 août, c'est le pacte qui, dans ses protocoles secrets, attribue les pays baltes à la zone d'influence soviétique. Et cette influence, enfin ce pacte sera suivi 1 an plus tard par une véritable occupation et annexion soviétique. Donc il y a une année d'écart entre la signature du pacte et puis l'occupation, ce qui explique aussi que certaines mesures de soviétisation que j'évoquerai tout à l'heure et des répressions qui les accompagnent, ces mesures ont lieu finalement plus tard dans les 3 pays baltes par rapport à par exemple, l'Ukraine occidentale. Donc, voilà, le pacte, le 23 août, date très importante, et depuis 2009, elle est reconnue par l'Union européenne, elle devient, sur la proposition des pays d'Europe orientale et d'Europe centrale, cette journée devient la journée européenne du souvenir des victimes. Donc après, selon les pays, le nom précis varie. Donc c'est la journée européenne du souvenir des victimes du stalinisme et du nazisme, ou dans certains autres pays, on parle des victimes des régimes totalitaires. Et puis, il y a aussi, si on regarde l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, il y a un certain nombre d'autres dates qui correspondent à cette période de 39 à 45, qui constituent aujourd'hui, dans les pays baltes, ça constitue donc des journées de commémoration, notamment celles des déportations qui ont eu lieu d'abord le 14 juin 1941, puis les 22-23 mai 48, et puis le 25 mars 49. On en parlera aussi tout à l'heure. Et donc, vous aurez remarqué, je n'ai pas commencé par le 8 ou le 9 mai, c'est que cette date, bon, évidemment, si la question se pose, c'est à propos du 8 mai, et pas le 9 mai, qui est vraiment réservé à la version russe ou soviétique de cette histoire. Et même le 8 mai ne constitue pas une date consensuelle pour les 3 pays. C'est en Lettonie que ce jour est commémoré, mais comme une journée donc des victimes de la Seconde Guerre mondiale, donc ce qui permet d'élargir, d'ouvrir et peut-être aussi d'introduire un certain flou quant à qui est considéré victime de la Seconde Guerre mondiale. Vous voyez déjà, il y a aussi des différences entre les 3 pays. Et très intéressant, en Lituanie et en Estonie, il y a aussi des journées qui permettent de commémorer avec un statut officiel ou pas. Donc en Lituanie, ce n'est plus le cas, mais ça a été une journée de commémoration officielle. Donc ces dates permettent de commémorer les mouvements de résistance anti-soviétique qui avaient soit précédé l'arrivée des Allemands, soit suivi l'occupation nazie. Donc, en Lituanie, c'est la journée de commémoration de ce qu'on appelle, dans la tradition lituanienne, le soulèvement de juin, donc cette semaine d'insurrection anti-soviétique qui se déclenche dès le premier jour, dès le 22-23 juin, avec l'annonce du début de l'invasion nazie. Donc, il y a des milliers de Lituaniens qui cherchent à prendre les armes et à précipiter le départ de l'armée soviétique et donc précipiter aussi l'écroulement du régime soviétique. En Estonie,
c'est très intéressant, c'est une autre tentative, celle qui a lieu à la fin de l'occupation nazie, juste avant, au moment de l'arrivée des soviétiques. C'est là qu'il y a une tentative de restaurer un État indépendant, et c'est ce moment-là qui est commémoré. Alors, donc vous l'avez compris, c'était déjà dans le titre même de tout le cycle de nos conférences, dans les pays baltes, on ne parle pas de la libération, on parle de la réoccupation, ou encore de la seconde occupation soviétique. Et c'est ainsi que cette histoire est présentée en fait partout, à commencer par les manuels scolaires, qui sont évidemment un des principaux outils permettant de partager une certaine version, une certaine lecture de l'histoire. Donc, juste une parenthèse, je généralise parfois à tous les 3 pays baltes, mais mon principal terrain de recherche, c'est la Lituanie. Donc, en fait, l'essentiel de ce que je vais montrer, de ce que je vais évoquer, concerne la Lituanie, ou concerne davantage la Lituanie, comme par exemple le mouvement de résistance anti-soviétique qui se déclenche à partir de 1944. Ce mouvement, il a lieu dans les 3 pays baltes, mais il est beaucoup plus fort, beaucoup plus long aussi en Lituanie. Mais voilà, mais la plupart des choses en fait concernent aussi les 2 autres pays baltes. Donc voilà, par exemple dans les manuels lituaniens, vous voyez là avec une citation, évidemment, on n'évoque absolument pas une libération, on parle d'une seconde occupation. On le voit aussi dans certains ouvrages qui sont traduits en anglais pour être accessible à un public non lituanophone et pour aider à faire connaître cette histoire-là, ou cette version de cette histoire, et essayer ainsi de contrer la propagande russe et soviétique, qui sont extrêmement fortes et qui le restent. Alors, si maintenant on regarde comment est racontée cette histoire dans les pays baltes et qu'est-ce qu'on retient surtout de la seconde moitié des années 40, ce sont, en tout cas dans le cas lituanien, ce sont 2 choses. C'est d'abord la résistance armée de ceux qu'on appelle souvent les frères de la forêt, et d'autre part les répressions et les déportations de masse. Et en fait là, on est face à une sorte de construction de la mémoire nationale et du récit historique national qui est très bien connu des historiens, et c'est un récit qui est fondé dans un premier temps sur l'image des victimes. Donc c'est une version qui s'est beaucoup diffusée, renforcée dans les années 90, au moment de l'accès de ces pays à l'indépendance, et ça s'est fait notamment avec l'influence du récit historique, de la mémoire collective construite et transmise dans les diasporas baltes. Donc c'est d'abord, avant tout, un récit axé sur la victime, et puis dans un second temps, et depuis la fin des années 90, on voit aussi se développer un récit qui met davantage l'accent sur les héros et sur cette résistance héroïque contre l'occupant soviétique. Il va de soi que tout récit de ce type, tout roman national tout roman national est critiquable par les historiens. Voilà, donc je ne vais pas m'arrêter là-dessus, c'est pas le sujet, mais voilà, je ne veux pas non. Enfin, je pense que c'est une question intéressante, et voilà, j'ai eu très récemment l'occasion d'en discuter avec les collègues lituaniens, et voilà, il y a beaucoup de choses qui pourraient être développées et approfondies, et peut-être aussi développées de façon différente en essayant de sortir de ce récit en deux couleurs, couleur victime, couleur héros, voilà. Alors, et ce qui est intéressant, c'est qu'à nouveau, si on regarde les manuels scolaires, c'est que, enfin, j'ai été
moi-même frappée quand j'ai regardé un peu plus en détail. J'ai été frappée de voir à quel point, en fait, la période soviétique était finalement très peu présente. En fait, elle n'était abordée, par exemple en Lituanie, elle n'est abordée qu'à travers la question de la résistance. La résistance des frères de la forêt dans les premières années qui suivent le début de la seconde occupation soviétique, ce qu'on appelle la dissidence dans les années 60-70, ou encore l'action de la diaspora pour porter la cause et soutenir la cause nationale balte auprès des gouvernements occidentaux, avant tout aux États-Unis. Voilà, donc je pense que ça signifie aussi une certaine méconnaissance de la période soviétique chez les jeunes lituaniens ou chez les jeunes baltes, et c'est assez intéressant de le constater. Alors, de quoi justement est faite cette soviétisation? En quoi consiste-t-elle? Alors, cette notion a été largement débattue par les historiens. Certains, que ce soit dans les pays d'Europe occidentale ou dans le monde anglo-saxon ou dans ces pays-là, notamment dans les pays baltes, et on pourrait dire que il y a des lectures plus étroites, plus précises, qui se focalisent sur tel ou tel aspect. Donc, pour certains, dans cette lecture plus étroite, la soviétisation, c'est avant tout l'action répressive. Pour d'autres, dans cette version plus étroite aussi, c'est plutôt justement ce qui n'est pas répressif, mais qui conduit à bouleverser les sociétés et les bouleverser à plus long terme, vraiment à long terme. Ou encore, il y a des lectures plus larges, et c'est celle que je retiens ici notamment. Donc, c'est lecture qui voit dans la soviétisation une imposition, donc très large et par tous les moyens et avec des calendriers multiples, donc une imposition des normes, des règles, des pratiques socio-économiques, politiques, culturelles qui sont déjà en cours en URSS, et ce donc depuis la période d'avant-guerre, donc avec comme objectif de vraiment intégrer ces territoires récemment occupés dans l'ensemble soviétique. Et par toujours la coercition, la très très large et multiforme, et les répressions font partie de toutes ces politiques de transfert des règles, des pratiques soviétiques sur le sol balte ou encore celui de l'Ukraine occidentale, de la Biélorussie occidentale. Donc c'est cette compréhension large que je retiens, et justement dans ce qui va suivre, je vais essayer de montrer à la fois, de me focaliser sur certaines politiques de transfert et d'imposition de ces normes soviétiques, en montrant toujours leur composante répressive et violente, mais ce que je vais présenter, ou ce que je suis en train de présenter, ne prétend pas à toute nature exhaustive, puisque c'est extrêmement large, et par ailleurs, comme il y a encore 5 autres conférences qui nous attendent, qui vous attendent, donc il y a beaucoup de sujets qui vont être en réalité traités en détail par mes collègues, dont ceux et celles ici présents. Voilà. Ça peut être intéressant, et là je suis une collègue française qui est autrice d'une thèse remarquée sur la soviétisation de la Lettonie, donc je parle de Juliette Denis. Je la suis pour pas mal de choses dans cette analyse de la soviétisation, et voilà, donc il peut être intéressant aussi de regarder comment les soviétiques eux-mêmes comprenaient ce qu'était la soviétisation. Et là, on a ce formidable ouvrage militaire qui s'intitule « Les caractéristiques des opérations d'armée moderne », qui est rédigé encore dans les années 30, et qui propose, c'est une traduction, qui esquisse ce qui sera un jour, ce que devront vivre un jour de nouveaux territoires qui, un jour, entreront
dans le giron soviétique. Donc, ce qui est très intéressant, c'est 36. On n'est pas encore du tout dans toute perspective d'élargissement à l'ouest, à l'est, etc. Donc, c'est vraiment, c'est extrêmement intéressant que ce soit déjà envisagé à ce moment-là comme une action très large, mais dans laquelle l'armée, et notamment l'appareil politique de l'armée, donc tout cet appareil de propagande qui a historiquement a été très important au sein de l'armée rouge. Et donc, c'est cet appareil politique de l'armée doit être vraiment à la pointe de la soviétisation de nouveaux territoires. Vous voyez d'ailleurs que ces nouveaux territoires, qui seront un jour annexés, ça peut être des régions ou des États entiers. Donc on ne s'interdit rien dès 1936. Et donc cette soviétisation envisagée dans une démarche dans une vision très optimiste, puisque vous voyez, il parle de en peu de temps, 2 ou 3 semaines, on va déjà mener une soviétisation d'États entiers, s'il s'agit de petits États. Et je pense que dans l'optique de Moscou, l'Estonie, la Lettonie et peut-être même la Lituanie sont clairement des petits États. La soviétisation complète de ces territoires est une mission de longue haleine, mais beaucoup de choses doivent être faites dès les premières semaines. Et il s'agit notamment de construire un nouveau pouvoir, l'asseoir sur des relais loyaux. Et donc, en fait, dès le début, on souhaite mettre en place un appareil soviétique, donc de nouvelles administrations soviétiques fiables et fidèles. Et ce nouvel appareil soviétique est censé mener une action, donc des politiques, prendre des mesures qui vont à la fois lancer des transformations socio-économiques rapides et spectaculaires, parce qu'il y a toute cette dimension qu'on peut qualifier, mais de façon peut-être un peu rapide, de propagande, c'est-à-dire ces nouvelles mesures prises au lendemain de l'occupation doivent tout de suite aider à gagner le soutien populaire. Et je reviendrai encore là-dessus, sur cette... je pense un mélange assez paradoxal, énigmatique, d'extrême pragmatisme et d'extrême cynisme chez Staline, chez son entourage, qui envisage l'annexion des États entiers à l'aide de l'armée, etc., mais qui continue à croire ferme dans la capacité de conquérir les esprits et les cœurs, et pas que des territoires, et grâce à une politique de classe qui trouverait du soutien auprès des populations. Et on verra comment ça se manifeste aussi dans le cas balte. Juste peut-être pour évoquer tout de suite et donner tout de suite un exemple, les soviétiques, quand ils annexent les 3 pays baltes en 1940, ils commencent tout de suite une réforme agraire, puisqu'ils espèrent ainsi gagner tout de suite le soutien des populations, ou en tout cas le soutien des populations qui, dans l'analyse soviétique, sont prédisposés à devenir leur soutien parce que c'est la paysannerie pauvre, parce que ce sont des ouvriers, etc. Alors, c'est justement cette théorie est mise en pratique pour la première fois en 1939 en Pologne orientale, qui devient Ukraine occidentale, Biélorussie occidentale, et puis à partir de 1940 dans les pays baltes. Et donc, il y a à la fois toute cette démarche, à la fois les réformes agraires sont lancées. Il y a aussi toute une politique de promotion et de soutien à des organisations de jeunesse, etc., qui doivent justement aider à créer des relais fiables et à montrer un nouveau visage du régime soviétique, avec très vite le recours à des outils habituels pour l'Union soviétique, des manifestations, des cortèges, des fêtes politiques très politisées, bien sûr, etc.
Bon, tout ceci continue jusqu'en juin 1941. Juste avant de faire le saut et d'aller en 1944, ça continue jusqu'en juin 1941 et ça comprend justement en juin entre le 14 et le 16 juin 1941, ça comprend un volet répressif d'une violence inouïe pour ces sociétés, puisque donc les 14-16 juin, Moscou lance de vastes opérations de déportation, des déportations de masse qui vont envoyer en Sibérie, en Asie centrale, dans le Grand Nord russe, des milliers de familles, et ça va produire un choc énorme dans ces sociétés. Donc pour ces pays-là, ces nations-là, ces déportations touchent vraiment beaucoup de monde, et en plus ça touche surtout des élites, que ce soit des élites dans les villes ou dans les campagnes, les élites économiques, politiques, l'intelligentsia estonienne, lettonne, lituanienne. Donc ça, c'est un très grand bouleversement qui aura aussi des conséquences tragiques, non seulement, bien sûr, et avant tout pour ceux qui sont frappés par ces déportations, particulièrement meurtrières, mais aussi, ça va finalement rejaillir, enfin, ça va avoir des conséquences tragiques pour d'autres populations, y compris celles qui n'ont pas été directement touchées, puisque ça va nourrir, en fait, ça va finalement aller dans le sens de la propagande nazie qui décrit le judéo-bolchevisme. Et donc, ça va avoir des conséquences tragiques. Enfin, je m'interromps parce que je pense que la formulation n'est pas très précise. Évidemment, c'est pas cela qui déclenche la Shoah. La Shoah est l'œuvre du régime nazi. Mais si la Shoah par balle peut être menée de façon aussi rapide dans ces pays, il y a là aussi la responsabilité de Staline, parce que ça trouve, enfin la propagande nazie qui met l'accent sur l'idée du judéo-bolchevisme, cette propagande-là, elle va tomber sur un sol préparé par la répression soviétique. Alors, je ne parle pas de ce qui se passe entre 41 et 44, c'est un autre sujet. Il sera abordé, mais par petits bouts, je pense, par mes collègues par la suite. Mais si maintenant on regarde, qu'est-ce qui se passe au moment où la seconde occupation soviétique commence, donc à partir de 44, début 45, on verra que cette théorie exposée en 1936, elle sera vraiment mise à mal parce que, il sera encore plus difficile pour les soviétiques de soviétiser ces trois États, petits États entre guillemets, en quelques semaines, parce que il y a d'une part tout cet héritage très lourd à gérer, l'héritage de l'occupation nazie avec tout son lot de compromission, collaboration, engagement, violence aussi. Les traces de ces violences constituent un héritage très, très lourd. Les soviétiques se retrouvent face à des populations encore plus hostiles ou encore plus nombreuses à être hostiles qu'en 1940, puisqu'en 1940, il pouvait encore y avoir quelques illusions. Il n'y en a pas vraiment en 1944, sauf des rares exceptions. Et puis, donc, c'est justement cette hostilité très très large. Elle va nourrir des résistances armées qui vont être particulièrement puissantes et durables en Lituanie et en Ukraine occidentale. Donc, cela veut dire, ça conduira à une prise de contrôle qui va être une conquête, en fait, qui va être longue et particulièrement violente, et elle sera composée, elle s'accompagnera de politiques variées et qui sont parfois contradictoires, comme on le verra tout à l'heure. Donc, justement, quelques mots sur ces paradoxes et contradictions
de la soviétisation ou seconde soviétisation des pays baltes, notamment à partir de l'exemple lituanien. En fait, c'est vraiment, je trouve que c'est vraiment difficile de les caractériser en une seule phrase et offrir une chronologie simple, puisque d'une part, par exemple, quand on regarde ce qui se passe sur le terrain, et notamment dans les campagnes en 44, 45, c'est un véritable monde, c'est un véritable chaos d'une extrême violence pour les populations. Là, un arbitraire total avec, par exemple, les troupes du NKVD qui, dans certains cas, brûlent des villages entiers. D'autre part, il y a aussi des violences très spectaculaires pratiquées par les résistants anti-soviétiques vis-à-vis de ceux qui sont soupçonnés de collaboration avec les soviétiques. Donc c'est vraiment un monde où le tissu social est bouleversé, où il se délite par moment. Donc les soviétiques, durant ces peut-être premières 2 années, ils mènent des véritables opérations militaires contre la résistance armée, notamment. Donc, terreur arbitraire, violence à grande échelle. En même temps, à ce moment-là, les soviétiques se montrent assez prudents à ces transformations socio-économiques qu'ils sont censés lancer pour gagner des soutiens, puisque, par exemple, ils reprennent la réforme agraire qui avait été effacée suite à l'arrivée des Allemands. Ils vont reprendre cette réforme, mais ils vont, par exemple, attendre jusqu'à plutôt 1948 avant de procéder à une large collectivisation de l'agriculture. J'y reviendrai. Donc, vous voyez, il y a quand même 2, 3, 4 ans où une partie des élites baltes, les élites communistes, celles qui sont au pouvoir, à ce moment-là, les dirigeants baltes, visiblement, d'après les documents qu'on a, conservent l'espoir de pouvoir négocier une voie balte vers le socialisme. Une voie balte qui sera un peu, peut-être, entre ce qui s'est passé en Russie et dans le reste de l'Union soviétique avant la guerre, et ce qui est en train de se passer en Europe centrale, en Europe orientale, sachant qu'on ne sait pas encore comment ça va se terminer. Donc si vous connaissez l'histoire de la Pologne, de la Tchécoslovaquie, vous savez que 45, 46, 47, on est encore dans une certaine incertitude quant au degré de la violence et degré de la reprise en main que Moscou va choisir. Et donc, dans les capitales baltes, il y a encore de l'espoir de pouvoir négocier quelque chose. Et puis, cet espoir, il va être effacé à partir de 47. On considère que c'est à peu près là qu'il y a un véritable tournant, une reprise en main, etc. Et en même temps, si on regarde, par exemple, ce qui se passe dans les campagnes, ce qui se passe aussi, si on regarde le nombre d'arrestations, etc., l'année 48, 49, ce sont des années à la fois de collectivisation massive et de déportation. Mais par exemple, très vite après, dès 1950, le nombre d'arrestations chute de façon spectaculaire en Lituanie. Donc, vous voyez, il y a cette dynamique. L'ensemble va dans le sens et dans la direction justement de soviétisation profonde, vraiment très contraignante pour les populations, mais en 1950, on a moins de violence et d'arbitraire dans les campagnes lituaniennes que, par exemple, en 1945, avec à côté une pression économique, une pression politique et socio-économique très forte sur la paysannerie. Voilà. Et donc, je pense qu'on peut aussi parler, quand on revient et qu'on regarde de près ce qui s'est passé en 44, 45, on voit on voit vraiment beaucoup des paradoxes comme, ce que j'ai appelé ici, des politiques qui visent plutôt à conquérir des territoires avec la force, avec l'utilisation de l'armée, et en même temps, à côté, des politiques qui semblent être conduites en terrain conquis, c'est-à-dire les soviétiques font comme si il s'agissait d'une république comme une autre, donc ils font en Lituanie
comme ils ont fait dans la région de Kalinin, étudiée par Vanessa Voisin, enfin, ou presque. Et notamment, ils lancent, et c'est vraiment, enfin, quand on étudie ce terrain, c'est assez incroyable, ils lancent une conscription dans l'armée rouge dès qu'ils arrivent en Lituanie. Et ils le font contre l'avis des camarades lituaniens, comme Sniečkus ou d'autres, parce que ces camarades savent très bien que ça ne peut pas marcher. C'est la population, elle est vraiment opposée. Et là, donc, ils lancent la conscription dans l'armée rouge. Cette conscription conduit plein de monde à partir dans le maquis. Donc ça va nourrir le mouvement de résistance armée. Ça va faire passer les répressions soviétiques à une échelle encore plus grande, etc. Ils tiennent aussi des élections au même moment que dans le reste de l'Union soviétique. Pendant très longtemps, il livre finalement une lecture erronée de ce qui se passe dans les forêts baltes ukrainiennes. Et donc, on peut se demander si le Kremlin enfin, c'est plus que se demander, je pense que c'est oui, le Kremlin est piégé par ses propres convictions, ses propres schémas politiques et idéologiques en 1944, comme il semble avoir été en partie piégé en 2022, quand, visiblement, d'après les informations qu'on a, mais bon, contrairement à l'année 44, on n'a pas accès aux archives, mais moi je crois ferme dans le fait que notre génération d'historiens aura accès aux archives du Kremlin poutinien. Voilà, il n'y aura pas que des historiens qui auront accès à ces documents-là, j'espère, mais les juristes aussi. Voilà, en 2022, Vladimir Poutine s'attendait à être reçu avec des fleurs sur la route de Kiev. Ça n'a pas été le cas. Voilà. En tout cas, quelle que soit la période, quelle que soit la politique, il y a toujours ce corollaire répressif. Voilà. Donc, je vais dire déjà quelques mots sur la résistance armée. Il y a bien sûr, enfin, il y a beaucoup de sources, beaucoup d'ouvrages et un film documentaire produit récemment l'année dernière. Je pense qu'il doit être accessible quelque part sur YouTube ou ailleurs. Donc, sur les frères de la forêt dans les 3 pays baltes, par un réalisateur français, Antoine Demeaux. Mais juste pour rappeler, donc voilà, en Lituanie, et c'est le cas le plus important parmi les 3 pays baltes, il s'agit de plusieurs dizaines de milliers de personnes impliquées dans la résistance armée anti-soviétique au moment de son apogée en 1945. Bon, je parle des plusieurs dizaines de milliers, je préfère ne pas donner de chiffres puisque voilà, les chiffres ils sont difficiles à établir avec précision. On est obligé d'utiliser les archives soviétiques qui ont tendance, qui peuvent connaître voilà, la documentation policière soviétique. Elle peut à la fois chercher à exagérer tel ou tel phénomène qu'elle est en train de combattre. Dans d'autres situations, elle cherche à le sous-estimer, etc. Mais parmi les historiens lituaniens, il y a aussi un débat et certains désaccords, voilà, sur les chiffres, mais en tout cas, c'est vraiment massif, ça touche beaucoup de monde, ça produit aussi, ça fait aussi beaucoup de victimes, aussi bien parmi ceux qui participent à ce mouvement, parmi ceux qui sont soupçonnés par les soviétiques d'y participer, puisqu'il y a aussi toute la question de comment on interprète ce qui est la participation à la résistance anti-soviétique. Est-ce que le fait d'accueillir 3 jeunes voisins partis dans le maquis, les accueillir dans sa maison et leur donner à manger, surtout quand ils arrivent armés et qu'ils vous disent qu'ils ont besoin de manger, est-ce que c'est soutenir la résistance armée ou pas? Voilà. Mais vous voyez, là, ce sont les décomptes soviétiques qui sont repris par les historiens lituaniens notamment, donc ça fait plusieurs dizaines de milliers de victimes aussi, des 2 côtés, enfin des 2 ou des 3 côtés, parce qu'il y a les insurgés, il y a les forces soviétiques, et puis il y a les civils qui, comme on le verra, se retrouvent souvent entre les deux, pris voilà, par le feu croisé des 2 côtés.
Vous voyez, il n'y a pas que des hommes. La résistance lituanienne compte aussi beaucoup de femmes et s'appuie beaucoup sur les femmes utilisées comme liaison entre les partisans, comme on les appelle, et justement les familles paysannes, les femmes qui parfois prennent des armes, c'est plus rare, et sur ces photos, vous pouvez, notamment sur celle à gauche, vous voyez, il y a en fait plusieurs femmes, dont une qui se fait décorer par le chef partisan. Et ces photos, déjà, nous permettent, notamment celle à gauche, nous permet d'apercevoir quelque chose de très important à évoquer à propos de ce mouvement de résistance armée, c'est l'ambition politique de cette... Voilà, l'ambition politique de ce mouvement, même ce mouvement n'est pas vraiment centralisé. Il y a certaines forces qui sont plus ou moins influentes, mais globalement, ce mouvement, il n'est pas, il n'y a pas de factions qui se battent entre elles. Voilà, c'est pas toujours centralisé, mais ils ont à peu près les mêmes objectifs. Voilà, il n'y a pas de conflit au sein de ce mouvement. Si on parle du mouvement de résistance lituanien, puisqu'il y a, en 44-45, il y a l'Armia Krajova qui est bien présente dans certaines régions et qui d'ailleurs, dans un premier temps, est considérée par les soviétiques comme la principale cible et le principal danger. Mais peut-être que Catherine Gusev, ici présente, l'évoquera en parlant de l'échange des populations qui, dans le cas des Lituaniens, enfin de la Lituanie, est plus un départ volontaire ou pas des populations polonaises ou polonophones vers la Pologne. Voilà. Mais peut-être que Catherine ne prévoit pas de parler de l'Armia Krajova, mais voilà, il y a ce... Bon, donc ce qui est important, c'est que cette résistance anti-soviétique lituanienne, elle a une claire ambition étatique. En fait, elle, c'est notamment, voilà, à nouveau, c'est encore un paradoxe, cette ambition s'exprime avec une force particulière au moment où justement les soviétiques commencent à prendre le dessus et commencent à écraser ce mouvement à la fin des années 40. Mais en tout cas, même avant, vous voyez que ces groupes de partisans, ils ont aussi leur rituel. Ils cherchent à se doter d'une uniforme et ne pas porter juste des vêtements dépareillés, etc. Il y a toute une hiérarchie, il y a une organisation, il y a une volonté même de documenter leur action. Et cette volonté est assez incroyable, puisque voilà, ils sont dans les forêts, ils se cachent dans ce qu'on appelle des bunkers, ils vivent sous la menace permanente de l'attaque soviétique, de la trahison, etc. Et en même temps, vous voyez, en fait, toutes les photos qu'on voit là, à l'exception de celle-ci, les arbres, toutes ces photos ont été prises par les partisans eux-mêmes, dans le but de garder trace de leur engagement, de leur lutte. Pour certains, ils ont réussi à faire passer certaines images ou certains documents à l'étranger, mais dans la plupart d'autres cas, ou encore ils les ont cachés, et en fait parfois, on continue encore en Lituanie à trouver ces documents cachés, mais la plupart du temps, ils sont complètement détruits. Mais ils arrivent jusqu'aux archives, et voilà, les archives les acceptent, même s'ils ne peuvent pas nécessairement en faire quoi que ce soit. Et voilà, on me les a montrés aussi. Mais en tout cas, ce n'est pas le cas de ces photos-là, puisque, comme vous pouvez le deviner avec ces petits chiffres et les inscriptions en russe en bas, en fait, ces photographies sont tombées dans les mains des soviétiques suite à des arrestations, des perquisitions, et donc ces photographies ont été utilisées dans la lutte contre les insurgés pour identifier les personnes, pour les reconnaître, pour les arrêter ou les tuer. Voilà. Et donc, de l'autre côté, c'est la police stalinienne qui constitue ses propres archives et commence à écrire sa propre histoire de ce mouvement. Curieusement, c'est peut-être cette histoire-là, c'est celle où il y a peut-être moins de divergence entre la version lituanienne et la version soviétique, puisque les deux racontent un mouvement
important, large, avec une participation massive, notamment des populations paysannes. Et justement, c'est ce que je vais évoquer maintenant, mais rapidement. Donc, ce mouvement de résistance armée se déroule dans les campagnes et il s'appuie très très largement sur la paysannerie, puisque sans les paysans, il n'y aurait pas eu de partisans, puisque c'est beaucoup de jeunes paysans qui s'enrôlent dans ces détachements. Et surtout, ils n'auraient pas pu exister sans le soutien logistique qui est apporté de façon bénévole ou parfois sous contrainte, puisque surtout vers la fin, on sait que assez souvent, les paysans sont plutôt réticents de continuer à accueillir ces frères de la forêt, ces partisans, parce qu'ils savent à quel point c'est dangereux et ils connaissent tous de très nombreuses familles qui ont été déportées à cause de leur soutien réel ou imaginaire aux partisans. Mais là, à nouveau, on a aussi des documents qui proviennent des partisans eux-mêmes, comme qui attestent de ce soutien et de cette solidarité qui peut aussi se retourner contre contre ces familles paysannes. À nouveau, les inscriptions en russe en bas et en haut de la photo l'attestent. Et alors, quelques mots sur un tout autre versant, mais qui, lui aussi, a toute une autre politique, mais qui, elle aussi, a un corollaire répressif important. C'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure comme volonté de se présenter comme une autorité publique, et ce, depuis les premières semaines après l'arrivée sur le sol balte. Qu'est-ce que c'est que se présenter en autorité publique? Ça veut dire notamment, déjà, conscription dans l'armée, je l'ai évoqué. Cette conscription va conduire plus de 100 000 Lituaniens à se retrouver enrôlés dans l'armée rouge, mais il y aura encore plusieurs dizaines de milliers qui, eux, vont partir dès 44-45, ils vont rejoindre le maquis pour éviter l'envoi dans l'armée rouge et l'envoi au front, puisque jusqu'en mai 45, ça veut dire aussi aller défendre la patrie socialiste avec des armes, ce que la majorité absolue de jeunes Lituaniens refusent de faire. C'est aussi élire les soviets, et ça c'est organisé aussi au même moment où des élections se tiennent partout dans l'Union soviétique. Donc c'est ce que j'appelle mettre en scène la normalité balte. Or, cette mise en scène, elle n'est pas vraiment possible, puisque en Lituanie, on est à nouveau en plein mouvement de résistance. Et en fait, à la fois les futurs élus et les électeurs sont menacés. Il y a dans les zones rurales, ça peut être très dangereux se rendre au bureau de vote, puisque il y a des bureaux de vote, de nombreux bureaux de vote sont attaqués par les résistants anti-soviétiques, par les partisans. Mais ne pas s'y rendre peut aussi être dangereux pour certains, puisque on risque d'être ensuite punis par les autorités soviétiques si celles-ci sont suffisamment implantées dans cette localité. Et bien sûr, un décalage est important entre les villes et les zones rurales. Il s'agit aussi pour les soviétiques de construire des administrations et institutions publiques, ou reconstruire, d'augmenter le nombre de communistes, donc de construire véritablement le Parti communiste lituanien, puisque au début il est constitué de quelques milliers de personnes qui sont soit des communistes convaincus qui ont pour certains connu la prison dans les années 1930. Dans d'autres cas, il s'agit de ce qu'on appelle les Lituaniens russes, c'est-à-dire des personnes d'origine lituanienne, mais qui n'ont jamais vécu en Lituanie. Donc, les Soviétiques vont aller les chercher partout. Pendant la guerre, notamment, on envoie des courriers en disant est-ce que vous avez des Lituaniens ethniques parmi vos communistes? Si oui, envoyez-nous ces gens. On a besoin d'eux pour mener la soviétisation de la Lituanie. Et donc partout, il y a ce corollaire répressif. Je ne vais pas m'arrêter là-dessus. J'attire, il y a cette
cette citation qui est très parlante pour dire à quel point en 1945, donc un an après le retour des soviétiques sur le sol lituanien, à quel point leur emprise est encore faible et fragile. Ils le reconnaissent eux-mêmes et notamment ils évoquent le passé de guerre pour expliquer cette difficulté à élargir les rangs du parti. Et donc vous voyez que le parti, enfin tous les membres, les candidats au parti ne sont que 4000 au tout début, c'est insuffisant. Pardon, j'ai oublié de dire combien était j'ai oublié de donner les chiffres des populations de ces trois pays. Donc en 1939-40, c'est très simple à retenir, ils étaient à peu près 3 millions, un peu moins de 3 millions d'habitants de Lituanie, tous les groupes ethniques confondus, un peu moins de 2 millions en Lettonie et 1 million en Estonie. Donc 3 millions, 2 millions, 1 million. Donc vous voyez, pour 4000 membres du parti, c'est rien par rapport à une population qui a certes diminué pendant la guerre, mais pas... elle reste quand même assez importante. Et ces rangs vont grandir quand même assez vite et les communistes seront déjà 36 000 en 1953, ce qui montre aussi ce processus de soviétisation, puisque ça veut dire trouver plus de 30 000 personnes qui souhaitent adhérer, soit par conviction, soit souvent parce que ces personnes considèrent qu'elles utilisent cela comme un moyen de faire carrière, de se protéger aussi peut-être. Parmi tous ces adhérents, la part des Lituaniens ethniques, elle diminue même pendant les premières années, mais ensuite, pareil, c'est assez impressionnant comment elle augmente à travers les années 50 et les années 60. Alors, voilà. Donc, il y a aussi, je vais passer là-dessus parce que je pourrais peut-être détailler un peu en réponse s'il y a des questions. Mais quand il s'agit des administrations, il s'agit d'une part de réutiliser les administrations publiques, les institutions publiques existantes, comme par exemple le ministère des Finances ou d'autres institutions de ce type. Et là, pour les soviétiques, il est primordial de mener des purges pour ne garder que ceux qui apparaissent comme réutilisables, entre guillemets, parmi les personnels. Et d'autre part, il s'agit de construire aussi des administrations parfaitement nouvelles, celles soviétiques. Et comme vous voyez, en fait, dans les deux cas, il y a un turnover très important des populations, du personnel lié notamment à des purges qui sont importantes, mais qui sont en même temps freinées par les autorités républicaines qui ont très peur de la russification et qui cherchent à trouver un compromis entre garder du personnel lituanien, ethniquement lituanien, quitte à fermer les yeux sur certains faits qui sont interprétés comme de la compromission dans le passé, notamment pendant la Seconde Guerre mondiale. Et puis, il y a aussi, bien sûr, soviétiser très largement la société et l'économie. Et là, ça touche notamment, en tout cas en Lituanie, ça touche avant tout les populations rurales, puisque c'est un pays majoritairement rural, où l'économie agraire est très importante. Et donc, comme je l'ai déjà évoqué, pendant quelques années, on cherche encore à préserver et à ne pas brusquer et ne pas mener de politique radicale. Et puis, à partir de 1947, les pressions sur la paysannerie augmentent. D'abord la pression fiscale, absolument délirante. Et puis, on passe à partir de 1948 à une décolonisation, une collectivisation forcée qui va être très rapide et qui va notamment s'accompagner de déportations de masse que je ne vais pas développer parce que notamment Alain Blum parlera de ce sujet, même si lui il va surtout se concentrer sur ce qui se passe dans les régions vers lesquelles ces populations ont été déportées. Mais juste pour
voilà, pour dire deux mots, il s'agit donc en menant ces déportations de masse de l'après-guerre, c'est un peu différent par rapport à celle de 1941, il s'agit pour les soviétiques de finaliser et de réussir la collectivisation coercitive de l'agriculture et en même temps d'écraser l'insurrection. Et pour le faire, on prend vraiment en otage les familles, puisque ces déplacements de masse visent des familles entières, et c'est un principe de responsabilité familiale qui est vraiment assumé. On est déporté parce qu'on est fils, fille, parents, frères ou sœurs de personnes désignées, stigmatisées comme kulaks, ou bien complices des bandits, ou bien parfois collaborateurs des Allemands, voilà. Et donc, une autre chose à retenir aussi, ces déportations se font sur décision administrative. Donc, il n'y a même pas de semblant de jugement, c'est sur... des listes sont constituées et c'est en signant cette liste, en signant un décret correspondant, qu'on envoie des milliers de personnes en déportation avec ces 3 grandes opérations, enfin les 3 touches. En Lituanie, il y en a 3. Dans les autres pays baltes, enfin devenus républiques baltes, c'est donc l'opération Resac qui les frappe. Alors, il y a aussi toute cette autre dimension qui est peut-être la plus spectaculaire, ou la plus facile à montrer à travers des photos, puisque par exemple les photos sont rares montrant le moment de la déportation. Mais par contre, là, on a une abondance d'images, des photos, mais aussi des affiches, etc., etc. Des films aussi, et c'est de cela que parlera Irina Tcherneva à la fin de ce cycle. Et donc, on voit je pense qu'avec tout ce que j'ai dit précédemment, vous voyez ce paradoxe et ce contraste entre les kolkhosiens qui défilent à Vilnius. Bon, ils n'ont pas l'air, ils n'ont pas des visages très heureux, on dirait. Donc, peut-être c'est moins contradictoire, moins paradoxal, mais je vous rappelle juste qu'ils viennent de subir une collectivisation extrêmement violente, coercitive. Ils ont vu la déportation de leurs voisins, probablement leurs proches aussi. Donc, on pourrait multiplier ces images. Juste, je vous en montre quelques-unes. On est vraiment dans ce qu'on peut appeler le canon soviétique. Les enfants, par catégorie, les enfants, les étudiants, les jeunes, les personnes âgées, les kolkhosiens, les ouvriers, chacun à sa place dans cette mise en scène de la nation lituanienne heureuse car soviétique. Et puis, on le voit aussi se traduire dans le tissu urbain. Pour l'instant, j'ai davantage parlé des zones rurales, mais les villes sont une véritable vitrine de la soviétisation. Et on voit comment, si on prend les années 50, ce que je montre, ça n'a aucune valeur scientifique, puisque j'ai pris quelques images. Il faudrait évidemment creuser pour développer, mais je trouvais que c'était assez... parlant visuellement pour celles et ceux qui connaissent un peu le monde des objets soviétiques ou des villes soviétiques. Donc, on voit là en haut un magasin assez typique avec son design qui ne nous séduit pas nécessairement, mais avec donc intitulé en lituanien. Et puis, on aperçoit un autre avec un nom typiquement soviétique et russe. Et là, le nom est en russe et on est dans la même ville de Vilnius, qui a subi une transformation symbolique. Mais je dirais... elle a subi, Vilnius a été très affectée par la guerre, donc la ville a été en partie détruite, notamment tout le ghetto de Vilnius. Donc il y a déjà des travaux d'urbanisme très importants qui bouleversent le tissu urbain, mais il y a aussi cette transformation symbolique qui conduit à renommer certaines rues, mais pas toutes, et en les renommant, me semble-t-il, les soviétiques cherchent à ne pas trop heurter les sensibilités lituaniennes, puisque, si on avait le temps de s'arrêter et qu'on pouvait zoomer, on verrait qu'il y a certes des rues comme celle comme la jeunesse communiste, mais il y a aussi la rue Gorky, ici, donc c'est l'une des principales rues de Vilnius, mais on garde aussi ailleurs
des noms anciens, ou bien on cherche quelques personnalités, quelques intellectuels, quelques artistes lituaniens compatibles avec le canon artistique, littéraire, culturel russe et soviétique pour donner leur nom aux rues de Vilnius ou d'autres villes. Et je termine là-dessus, donc en étant certaine que beaucoup de fils évoqués tout à l'heure seront tirés et développés bien mieux dans les conférences qui vont suivre, que ce soit à propos de cette soviétisation culturelle et du rôle des films qui participent à cette soviétisation, que ce soit à propos du remodélage du corps de la nation avec, entre autres, les échanges des populations, ou encore les déportations, ou encore la justice, dont parlera Juliette Cadio, et bien sûr la mémoire, l'instrumentalisation de la mémoire et de l'histoire par la Russie avec la conférence de Nicolas Werth. Merci beaucoup, Emilia. Donc, il nous reste un peu de temps pour des questions-réponses. Si jamais quelqu'un parmi vous veut se lancer, je vous en prie. Je vous passe le micro. Merci. Je voulais poser une question sur la monumentalisation soviétique dans les États baltes post-45. Est-ce que, donc, on a tous en tête le soldat de bronze de Tallinn, mais ma question c'était, est-ce que les soviétiques ont insisté sur, disons, la résistance qui n'a pas vraiment eu lieu aux nazis, ou comment est-ce qu'ils ont géré ça? Est-ce qu'il y a eu des représentations de partisans ou une reconstruction là-dessus? Oui, mais merci beaucoup. C'est une très bonne question. Je ne suis pas sûre de pouvoir donner une réponse non seulement exhaustive, mais même un peu développée. Mais première chose qu'il faut dire, c'est, vous pointez vraiment un gros problème pour le discours, pour tout le récit historique soviétique à propos des pays baltes, que ce récit soit textuel ou qu'il s'exprime à travers les monuments, mais déjà, avant tout, les partisans c'est une figure assez difficile pour les soviétiques, et leur culte, il tarde à venir, comme le montre par exemple le travail de Masha Serovic sur. Donc on sait que il faut attendre quelques années, parfois jusqu'aux années même 60, pour que les partisans soient mis en avant, en tout cas dans le récit de la Seconde Guerre mondiale, parce que, pour plein de raisons qui, je pense, sont encore plus importantes dans les pays comme la Lituanie, où ils étaient peu nombreux, ils opéraient essentiellement à partir du territoire voisin de la Biélorussie. Ils n'étaient pas nécessairement ethniquement lituaniens, et c'est cette question d'ethnicité, elle est très importante. Parmi ces partisans, il y avait des Biélorusses, il y avait des Russes, quelques Lituaniens, des Juifs, notamment des Juifs qui arrivent à quitter le ghetto de Vilnius ou le ghetto de Kaunas. Donc, pas du tout évident de construire quelque chose autour de cela. Donc, je ne connais pas de cas, mais je n'ai pas étudié cette question-là pour la Lituanie, je l'ai étudiée pour la Russie, pour la Révolution russe. Mais je ne connais pas de cas de monuments, en tout cas dans les premières années qui suivent, non. Je crois que le premier monument vraiment soviétique de l'après-guerre, c'est un monument au général Tchernichovski qui avait justement mené le combat pour reprendre Vilnius en 44. Oui, juste pour finir, pour les partisans, en fait, ce qui était compliqué, c'est que ils opéraient souvent depuis la Biélorussie, ils n'étaient pas nécessairement ethniquement lituaniens, et ils avaient souvent des relations encore plus complexes avec les populations locales. Et on leur reproche, notamment aujourd'hui, d'avoir brûlé un certain nombre de villages ou de hameaux dans des actions de répression contre les villageois qui ne les avaient pas soutenus ou qui les avaient trahis ou qui avaient participé
à ces organisations d'autodéfense que les Allemands promeuvent, notamment à la fin de leur occupation, pour justement pousser les villageois à défendre leur village contre les partisans pro-soviétiques et donc soulager aussi la Wehrmacht. Oui, bonjour, merci pour cette conférence passionnante. Alors effectivement, la question qui vient d'être posée, elle souligne un peu un espèce de trou noir de cette période. C'est vrai que vu de France, une insurrection anti-soviétique qui se déroule concomitamment à l'invasion hitlérienne, c'est un peu gênant, surtout quand on sait comment s'est passé l'arrivée des troupes nazies, notamment en Lituanie, avec les pogroms qu'il y a eu d'une sauvagerie absolument... même les nazis allemands en étaient presque décontenancés, si je puis dire. Donc c'est... Bon, d'ailleurs, quand on va à Yad Vashem, il y a toute une partie qui est consacrée à cette période-là. Moi, j'avais 2 questions un peu plus précises à poser. Vous avez indiqué qu'effectivement, entre le pacte germano-soviétique et donc l'occupation de l'Est de la Pologne et l'invasion des pays baltes, il s'est passé 1 an. Pour quelles raisons les soviétiques ont attendu grosso modo 1 an avant d'occuper ces territoires? Et la deuxième question, ça serait plutôt sur le récit national qui aurait cours aujourd'hui dans les pays baltes. J'ai l'impression que on fait tout partie du pacte germano-soviétique, qui est un peu l'élément fondateur des malheurs de ces populations. La question que je posais, est-ce qu'on peut parler du pacte germano-soviétique sans parler de ce qui précède, et notamment des accords de Munich? Et est-ce que ça on en parle? Est-ce qu'on a une vision justement globale de ces années au niveau européen? Ou est-ce qu'on promeut effectivement un récit national contre un autre récit national qui est peut-être aussi éloigné l'un que l'autre de la réalité historique? Alors merci beaucoup pour ces 2 questions et votre remarque initiale. Je vais peut-être commencer par réagir très brièvement à votre remarque initiale sur l'insurrection de juin 1941. En fait, évidemment, c'est une histoire extrêmement douloureuse et délicate et avec laquelle la société lituanienne a du mal. Il me semble qu'il y a aujourd'hui un certain décalage, mais la société lituanienne n'est pas la seule à connaître ce décalage entre le savoir académique, universitaire, qui a pas mal progressé, et qui a montré à la fois, qui a notamment beaucoup progressé quant à l'évaluation de l'antisémitisme de ceux qui avaient préparé cette insurrection en étant à Berlin. Il a peut-être encore moins progressé sur une connaissance très très détaillée de ce qui s'est passé notamment en Provence, mais on a maintenant quand même, on sait beaucoup de choses. Par contre, j'ai l'impression que je ne suis pas la seule à l'avoir. La mémorialisation plus large et, disons, justement, ce récit plus ou moins partagé par une grande partie de la société, ce récit-là, il reste encore campé sur les positions des années 90, où c'est vraiment un discours contre un autre, noir-blanc, enfin le noir qui devient blanc, le blanc qui devient noir. C'est l'histoire de la journée de commémoration de l'insurrection, elle est quand même intéressante. Et cette journée est commémorée. Les participants à l'insurrection de juin font partie des 4 catégories de résistants. Donc, c'est une loi de 97 en Lituanie qui énumère ces catégories et qui leur accorde des bénéfices matériaux. Et puis, quelques années plus tard, on retire les participants à l'insurrection de cette liste. J'avoue que je n'ai pas creusé la question. Je ne sais pas s'il y a si ensuite ça se fait au cas par cas. Voilà. Mais en tout cas, il y a quand même une sorte de rééquilibrage qui se fait d'une part du côté des universitaires, d'autre part aussi du côté des
autorités. Bien sûr, ça dépend beaucoup de qui est au pouvoir, au gouvernement de centre, de droite ou pas. Par contre, à l'échelle de toute la société, c'est sans doute un discours héroïsant qui domine. Alors maintenant, par rapport à vos deux questions, qui rejoint un peu tout ce que je disais tout à l'heure sur le récit national, etc. Alors, justement, les manuels, c'est un très bon exemple. Comment Munich est traité, comment l'histoire nationale est traitée. Le choix a été fait en Lituanie. J'ai cru comprendre que c'est aussi le cas dans les deux autres pays, de vraiment insérer leur histoire nationale dans l'histoire de l'Europe et du monde occidental principalement. Et donc, c'est vraiment... ça se voit dans la construction des programmes scolaires où certains sujets, beaucoup de sujets sont traités de façon transversale, sans cette division bancale entre l'histoire nationale, l'histoire européenne, par exemple. Ça a ses avantages, beaucoup d'avantages, et pour certains sujets, il serait difficile de le faire autrement, quand on pense à justement la Lituanie, la Pologne, etc. Pour d'autres sujets, c'est, à mon sens, un peu surprenant, c'est, comme je l'ai dit, que quand je m'aperçois que finalement, quand on voit que finalement toute l'époque soviétique, elle est quasiment pas traitée, d'après les manuels de la 11e et 2e année d'études que j'ai consultées, elle n'est presque pas traitée, si ce n'est à travers la question de la résistance. Et là, ça permet aussi, cette question de la résistance, elle est connectée à ce que ce manuel raconte sur la Seconde Guerre mondiale et la résistance antifasciste dans d'autres pays. Mais voilà, c'est un peu, à mon sens, c'est pas toujours très parfois c'est de la prouesse de le faire de cette façon-là. Concernant Munich, c'est raconté, ce manuel lituanien, il raconte ce qui se passe dans les années 30, en adoptant bien sûr une posture quand même très anti-soviétique dans ses lectures, mais qui n'est pas, qui ne tord pas le cou à ce qu'on pense être la vérité historique. Voilà. Et votre première question, juste si vous me dites deux mots, je me rappelle. L'attente d'invasion. Ah oui. L'attente de la... Ah oui, pourquoi si longtemps? Oui, en fait, non. La Pologne orientale, elle est occupée dès le 17 septembre. Donc là, 39, donc très vite. Si Staline attend, c'est parce que pour bien montrer que c'est Hitler qui commence la guerre, et lui, il ne fait que venir en aide aux peuples biélorusses et ukrainiens qui ont souffert sous le joug polonais et qui maintenant sont menacés par l'arrivée des Allemands. Donc là, c'est 3 semaines d'attente. Par contre, pour les Baltes, le Kremlin opte pour une annexion effectivement étalée dans le temps, puisque d'abord il impose aux 3 gouvernements dès l'automne 1939, septembre-octobre 1939, des accords d'assistance qui permettent à Moscou d'envoyer de placer ses garnisons et ses troupes sur le territoire des 3 pays baltes. Donc ça place déjà les 3 gouvernements dans une situation de grande fragilité et d'instabilité. Et ensuite, peu de choses s'avèrent nécessaires pour faire tomber ces gouvernements. Et ça, c'est un des points aussi douloureux pour le récit national de ces 3 pays, en tout cas en Lituanie, c'est le fait que leur président Smetona fuit à l'étranger, qu'il n'y a pas de résistance face à cette pression soviétique. Il y a des ultimatums et les 3 gouvernements les acceptent et puis démissionnent. Et puis il y a donc formation de nouveaux gouvernements philo-soviétiques, des élections complètement truquées, mais vraiment, Moscou ne se gêne vraiment pas. Et ensuite, ces nouvelles assemblées, nouveaux parlements votent leur entrée dans la grande famille du peuple soviétique. Oui, une réflexion et une question. La réflexion, c'est la suivante. Oui, ça me gêne toujours qu'on parle du pacte germano-soviétique.
parce qu'en fait, il y a les protocoles secrets, mais il y a eu des accords jusqu'en février 1941, il y en a eu 6. Donc il n'y a pas eu qu'un seul pacte, et puis qu'on met toujours en avant, comme ça, parce que ça obère la continuité, on va dire, de la collaboration qui a même été profonde entre le NKVD et puis la Gestapo, à certains moments donnés. Bon, ça, c'est mais ma question, c'est la suivante, c'est... bon, on voit que pour des raisons différentes, par exemple en Ukraine ou en Crimée, encore une fois pour des raisons différentes, il y a ce qu'on appelle en histoire une colonisation de peuplement. C'est-à-dire qu'on importe des personnes venues de l'Union soviétique, en fait, enfin de l'autre côté de la frontière, en tout cas. Et ma question, c'est qu'est-ce qu'il en est dans les pays baltes? Est-ce qu'il y a beaucoup d'importations comme ça? Pourquoi je pose cette question? Parce que, par exemple, pour le Donbass, ça a eu comme socle toute l'industrie du Donbass. Bon. Et donc je me pose la question, quelle a été l'ampleur de cette colonisation de peuplement dans les 3 pays baltes, quoi. Alors, merci beaucoup pour votre question. Alors, non, je reviens là. En fait, la réponse ne sera pas la même pour chacun des 3 pays. Et là, la Lituanie, elle se distingue plutôt de l'Estonie et de la Lettonie, puisque en fait, l'industrialisation, donc la Lituanie est un pays essentiellement agraire, et son industrialisation sous la houlette soviétique ou sur l'impulsion soviétique, elle sera plus tardive et moins intense que la même politique d'industrialisation en Lettonie et en Estonie. Là, je suis les analyses de certains historiens, donc j'ai pas travaillé directement sur ce sujet, mais à les croire, ce retard serait probablement même voulu par les élites lituaniennes, enfin les élites communistes comme Sniečkus, parce que ça aurait permis d'éviter une arrivée massive de populations russes ou ukrainiennes ou autres, enfin, c'est-à-dire non lituaniennes, pour répondre aux besoins de main-d'œuvre de cette nouvelle industrie. Ce qui est sûr, c'est que la politique de collectivisation menée par les soviétiques et toute cette violence qui règne dans les campagnes, elle va pousser beaucoup de paysans à fuir les campagnes, à fuir la collectivisation, ou à fuir les soupçons, à fuir parce qu'ils se sentent menacés, parce que proches de telle ou telle famille. Et donc, c'est eux qui vont finalement venir s'embaucher dans les nouvelles usines qui sont petit à petit construites en Lituanie. Et donc, ça va donner les chiffres que je voulais montrer, mais qui ont disparu en attendant. Non, ils vont revenir. Si vous avez remarqué cette bizarrerie avec la part des Lituaniens ethniques qui diminue en 1947, c'est parce qu'il y a beaucoup de personnes venues de l'extérieur. En fait, on emporte du personnel des ministères quasiment entiers, on les emporte de l'extérieur, notamment, c'est le cas évidemment du NKVD, et donc là, tous les cadres viennent de l'extérieur. C'est moins le cas, par exemple, des institutions économiques, où il faut une connaissance fine du tissu local et de la langue. Voilà. Mais donc, c'est pour cela que la part des Lituaniens ethniques chute, mais après, elle remonte parce qu'il y a des adhésions locales qui se font localement. Voilà. Et donc, à la sortie de l'Union soviétique, ça va donner aussi, enfin je reviens à ce que je disais au début sur la différenciation entre la Lituanie d'une part, l'Estonie et la Lettonie d'autre part, ça va donner des situations très différentes en termes de part de population qu'on appelle des russophones dans ces pays-là, où en Lituanie, ils seront les moins nombreux. Enfin, cette part sera la plus faible. Je voulais juste rebondir sur ce que vous aviez dit sur les populations colonisatrices. Pour l'Estonie, toutes les populations arrivées après 1945 sont considérées, non estoniennes, sont considérées comme des colons.
Et donc, il y avait eu un problème avec l'Union européenne parce qu'ils délivraient des passeports gris, c'est-à-dire en quelque sorte aux apatrides, aux russophones en fait, qui refusaient de passer les tests linguistiques. C'était aussi le cas en Lettonie, où le choix... Mais justement, d'après ce que je sais, c'est aussi parce que, par exemple, en Lettonie, la population ethniquement lettonne avait vraiment peur de se retrouver minoritaire, notamment dans les bureaux de vote, par rapport aux populations russophones très nombreuses, et ce qui a poussé aussi à des décisions politiques radicales et lourdes et critiquables et critiquées ensuite par l'Union européenne, qui fut donc la décision de ne pas accorder dans un premier temps la citoyenneté lettonne à ceux qui ne pouvaient pas démontrer d'avoir déjà résidé ou de descendre des familles qui auraient déjà résidé en Lettonie avant 1940. Bon, après, ça a été assoupli, ce qui a permis aussi de donner la citoyenneté lettonne à un grand nombre de russophones. Oui. Juste sur ce point, c'était pas ma question, mais et aujourd'hui, il y a encore ces passeports gris sont encore mentionnés par en Estonie par des russophones, en particulier dans la région de Narva, par exemple. Et ça alimente aussi évidemment les craintes et la peur que la région de Narva ne devienne la prochaine Narodna Respublika, donc République populaire, etc. Mais alors ma question, en fait, c'est effectivement plus sur le contemporain par rapport. Merci beaucoup, Emilia, par rapport à la mémorialisation. Est-ce que tu sais des choses ou tu as eu vent de débats ou de travaux sur aujourd'hui la manière dont ces questions-là, au-delà du fait que par les manuels, tu vois que la jeunesse balte est peu au courant en fait de cette vie soviétique, mais qu'est-ce qu'il y a comme débat dans la société entre les générations, justement, peut-être aujourd'hui aussi avec l'arrivée d'une nouvelle génération qui a pas connu la bataille des indépendances dans les années 80 en fait, sur ces questions-là. Est-ce qu'il y a une relativisation aussi finalement dans l'autre sens, une réévaluation de la soviétisation? Enfin, ça me fait penser à, peut-être que c'est complètement à côté de la plaque, mais à d'autres conflits comme la question la manière dont le silence sur les harkis est revenu aujourd'hui avec des nouvelles générations et où il y a aussi des formes de réévaluation, de re-questionnement en tout cas de ce passé. Et j'avais une deuxième question, plutôt sur la question de l'Ukraine. Tu l'as évoqué très justement, évidemment, sur ton conquérir, enfin le terrain conquis, les politiques en terrain conquis, évidemment. Donc tu as parlé de 2022, et moi ça m'évoque aussi les politiques aujourd'hui menées dans les territoires occupés, c'est-à-dire que à Kherson, Zaporizhia, même encore plus, enfin Donetsk et Lugansk, ça fait déjà 13 ans, 12 ans. Par contre, voilà. Dans ces régions nouvelles dans lesquelles il y a quand même, il est censé y avoir justement, on va faire des élections, on va faire un référendum, on va imiter une administration, mais pas seulement imiter, parce que on va aussi avoir une justice du coup, donc qui maintenant est une justice de la Fédération de Russie avec un code pénal qui s'applique, etc. Donc voilà, est-ce que là on retrouve effectivement des traces et des similitudes avec ce type de politique en terrain conquis? Merci beaucoup, Anne, pour tes questions. Alors, sur le débat, moi, j'ai l'impression que il y a des débats assez régulièrement. À nouveau, je connais surtout le cas lituanien. Il me semble, je suis pas sûre que ce soit vraiment la question de génération, même si évidemment ça joue. Pour certaines questions, ça joue clairement, je vais dire lesquelles. Mais de façon générale, j'ai l'impression quand même que là, à nouveau, la politique impérialiste de Poutine, 2014 et surtout 2022, ça a cassé ou ça a changé certain nombre de tendances et dynamiques qui, de mon point de vue, étaient très positives. Ça concerne, par exemple, le rapport à l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, la question de la participation à la Shoah, l'insurrection de juin, etc. Et justement, pendant assez longtemps, je nourrissais l'espoir que justement les jeunes qui ont un rapport, à la fois un rapport beaucoup plus
distants à cette histoire, qui sont beaucoup plus intégrés aussi dans l'espace européen, qui circulent, qui viennent étudier ailleurs, qui sont sensibles à certaines questions aussi, qu'avec eux viendra ce changement général. Mais j'ai l'impression que là, beaucoup de choses ont été brisées. Et je peux dire, il y a quelques jours, j'étais à Vilnius et j'ai participé à un workshop, une formation proposée par Mémorial de la Shoah de Paris aux professeurs baltes des 3 pays. Et donc, voilà, on a parlé aussi, notamment de la mémoire de la Shoah, et justement, j'ai parlé de l'insurrection de juin, etc. Et en fait, ils ont confirmé que là, à partir de 2022, il est devenu plus difficile de parler de beaucoup de choix et de beaucoup de questions, et qu'il y a eu un vrai retour en arrière, et c'est pas linéaire du tout, et malheureusement là ça va dans le sens qu'on peut regretter. Alors juste pour les générations, ce qui est intéressant, si on regarde vraiment la question de rapport à la Shoah, à la compromission, enfin la participation d'une partie des populations baltes à la Shoah, etc. Là où aussi on voit des choses intéressantes, c'est que justement dans les diasporas avant tout, il y a l'arrivée de la génération des petits-enfants de ceux qui ont collaboré, et qui est en train, c'est une petite génération, il y a quelques livres, un livre d'une autrice d'origine lettonne, 3 livres pour les Lituaniens, qui interrogent ce passé. Et là, je m'appuie sur les analyses faites par Violette Davalut, donc que certains ici connaissent, qui est une excellente chercheuse lituanienne, et qui a analysé ce phénomène en termes en le comparant avec ce qui s'est passé en Allemagne. Et en fait, elle montre comment aujourd'hui, par rapport à ce passé balte, la Seconde Guerre mondiale dans les pays baltes, on voit en fait émerger en même temps la littérature des fils et la littérature des petits-fils, qu'on connaît déjà à travers l'exemple allemand, sauf que là-bas, c'était le fait de 2 générations différentes. D'abord, les fils ou les filles qui vraiment faisaient exploser le silence et voler en éclats le silence qui régnait en Allemagne sur la compromission de la génération des parents, et puis les petits-enfants qui développaient des interrogations plus intimes, aussi plus empreintes d'émotions, etc., etc. Et en fait, en Lituanie, on voit, et en partie en Lettonie, on voit l'arrivée de ce type d'approche en même temps. À chaque fois, ça provoque un immense scandale, des protestations, des affrontements, etc. Et à nouveau, la guerre menée par la Russie n'arrange absolument pas les choses. Et puis ta deuxième question, c'était sur la comparaison avec ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui. Oui, bien sûr, qui sont des territoires ukrainiens, mais occupés par la Russie. Effectivement, je ne saurais pas dire, je ne connais pas assez ce qui se passe là-bas pour pouvoir vraiment dire est-ce que, la comparaison, je pense, elle est intéressante. Est-ce qu'on peut considérer qu'il y a vraiment une continuité dans les pratiques, dans les méthodes? Il y a des situations où on peut pas s'empêcher de penser à ces précédents, à commencer par le référendum en Crimée en 2014. Évidemment, quand on pense à comment a été mise en scène l'annexion des 3 pays en été 1940, ou encore la question de la déportation, des déplacements forcés des populations, même si ça se fait pas de la même façon, mais voilà, il y a et même, c'est assez, c'est un peu déstabilisant presque de le penser, mais je lisais très récemment, je pense que c'était un article dans Le Monde sur ces enfants ukrainiens embrigadés et etc. Et j'ai pensé à ces déportés qu'on a étudiés avec Alain, et où les enfants n'étaient pas séparés des parents, c'était des familles entières, mais au final, on a quand même observé, pour une partie des jeunes déportés, on a observé une sorte de soviétisation à l'échelle individuelle, avec aussi une adhésion pour certains au discours soviétique, ou en tout cas une inclusion complète, intégration complète dans la société soviétique, malgré l'expérience traumatique de la déportation. On va prendre une dernière question, parce qu'on va devoir libérer la salle.
Merci. En fait, je voulais juste donner un témoignage par rapport à la question sur la colonisation d'une partie de ces pays. Il se trouve que je connais bien un endroit qui a été réellement colonisé dans le nord-est de l'Estonie. Donc, disons à 70 km à l'ouest de Narva à peu près. Il se trouve qu'il y a, dans cette région, il y avait un gisement d'uranium. Et les Russes ont, en 1948, je pense, construit de toutes pièces une usine, construit une ville. La ville en question, elle s'appelle Silamé, la ville. La ville en question est d'architecture parfaitement stalinienne. Et moi, j'y suis allé en 91 parce que, à ce moment-là, la Banque mondiale essayait de trouver des partenaires pour racheter l'usine en question, qui avait été transformée d'usine d'uranium en usine de terres rares. Il se trouve que je travaille dans ce domaine-là. Et lorsque j'y suis arrivé, 92% de la population était complètement russophone. La partie parlant estonienne était quasiment inexistante. Merci beaucoup, c'est très intéressant et ça me fait penser à des recherches qui sont aujourd'hui menées par quelques jeunes historiens français et qui justement développent un projet sur cette industrie nucléaire qui sert aussi, qui s'inscrit dans une politique qui vise la cohésion du bloc communiste et justement ils évoquaient ce site-là, mais aussi de mémoire un site en Tchécoslovaquie. Voilà, il y a toute une économie comme ça et des circulations qui se mettent en place. Bon, après, à propos de la colonisation, je pense que enfin bon, là, on n'a pas le temps et moi, je suis pas peut-être la personne la mieux placée pour en débattre, mais je pense que ça demande déjà de définir ce qu'on entend par la colonisation. C'est pas seulement la présence d'une population venue de l'extérieur, c'est aussi la mise en place de certaines hiérarchies, de certains types de rapports de pouvoir, etc. Donc voilà, mais ça peut être aussi un sujet pour une conférence numéro 7.